Le 14 mars 2023, dans la quiétude d'un pavillon à Obernai, en Alsace, une scène tout à fait ordinaire est sur le point de basculer. Imaginez la lumière douce de fin d'après-midi filtrant par la fenêtre d'un salon. Lucas Martin, un petit garçon de 5 ans, est assis sur le parquet, au milieu de ses feutres éparpillés. Mais il ne dessine ni maison, ni animaux, ni soleil souriant. Sur une grande feuille de papier blanc, il trace avec une concentration d'adulte des spirales complexes et des points reliés par des lignes d'une précision déconcertante. Sa mère, Céline, s'approche doucement, intriguée par ce motif abstrait. Elle se penche et lui demande, d'une voix tendre, ce qu'il est en train de faire. Sans même lever les yeux de son œuvre, l'enfant répond d'une voix parfaitement claire et posée « Le secret de Troisi Atlas arrive. Pas le satellite, le secret. » Cette phrase, pour ses parents, est un mystère total, une énigme prononcée par leur propre fils. Elle est le point de départ d'une enquête qui défie la raison, une histoire que nous allons suivre ensemble, pas à pas. Et je vous le promets, le tout dernier dessin de Lucas, celui que nous ne révélerons qu'à la toute fin de ce récit, donnera un sens nouveau et stupéfiant à tout ce que vous allez entendre. Pour bien comprendre l'étrangeté de la situation, il faut d'abord connaître la famille Martin. Ils mènent une vie paisible, une vie que beaucoup qualifieraient de normale. Le père, Thomas, est comptable. La mère, Céline, est infirmière. Lucas est leur unique enfant, un garçon vif, curieux et doté d'une imagination débordante comme beaucoup d'enfants de son âge. Rien dans leur quotidien ne laissait présager ce qui allait suivre. Pourtant, depuis quelques semaines, l'imagination de Lucas semblait prendre une direction singulière, presque obsessionnelle. Il parlait de Troisi Atlas, non pas comme d'un jouet ou d'un personnage de dessin animé, mais comme d'un vieil ami, d'une connaissance intime. Au début, les parents n'y prêtent pas vraiment attention. C'est le nom d'un ami imaginaire, se disent-ils. Mais le nom est étrange, il ne sonne pas comme Léo ou Tom. Un soir, à table, Thomas demande à son fils « C'est qui ce Troisi Atlas ?» Lucas répond simplement « Il voyage ». Poussés par la curiosité, les parents décident de faire une recherche sur Internet. Ils tapent les Lemosweight et les chiffres dans le moteur de recherche, sans grand espoir. Les résultats sont maigres, presque inexistants. Troisi Atlas semblait être l'acronyme d'un obscur projet de sonde spatiale franco-allemande discrètement abandonné à la fin des années 1980. Un échec technique, un projet classé sans suite, oublié de tous, ou presque. Une note de bas de page dans l'histoire de la conquête spatiale. La question devient alors plus troublante. Comment un enfant de 5 ans, qui n'a jamais entendu parler d'astronomie et qui est né plus de 20 ans après l'arrêt du projet, peut-il connaître ce nom ? Les événements étranges commencent alors à s'accumuler, pièce par pièce, formant une mosaïque de plus en plus inquiétante. Un soir, alors que Céline lui lit une histoire, Lucas l'interrompt et dit, comme s'il se souvenait d'un détail anodin, « Klaus Richter ». Il était triste. Le nom est prononcé avec une clarté parfaite. Céline et Thomas se regardent, un frisson les parcourt. De retour devant leur ordinateur, ils lancent une recherche plus approfondie en associant ce nouveau nom au projet 3i Atlas. Les archives en ligne finissent par livrer une réponse froide et factuelle. Klaus Richter était bien l'un des ingénieurs allemands du programme, un homme réel. Et le détail le plus glaçant est encore à venir. Il est décédé dans un accident de voiture en 1989, quelques mois seulement avant l'annulation officielle du projet. La tristesse que Lucas a ressentie dans sa voix était peut-être bien réelle. Le mystère s'épaissit encore. Quelques jours plus tard, un nouveau phénomène apparaît. Lucas se met à fredonner une courte mélodie. Ce n'est pas une comptine apprise à l'école, c'est une suite de notes brèves, répétitives, presque mathématiques. Une séquence étrange qui tourne en boucle. Quand ses parents lui demandent ce que c'est, il répond avec le même calme désarmant « C'est le bruit du message ». Le bruit du message. La phrase résonne dans le silence de la maison. Quel message? Venu d'où? Enfin, le dernier élément vient s'ajouter au tableau. Dans un de ses cahiers de dessin, Lucas trace une trajectoire. Ce n'est pas la courbe d'une voiture ou d'un avion, c'est une sorte de chemin entre des constellations de points, un itinéraire à travers un espace que ses parents ne reconnaissent pas. Ce n'est ni la Grande Ourse, ni la ceinture d'Orion. C'est une carte stellaire inconnue dessinée de la main d'un enfant qui peine encore à écrire son propre nom.
Face à cette accumulation de faits inexplicables, l'inquiétude des parents grandit. Ce n'est plus un jeu, ce n'est plus l'imagination d'un enfant. Il y a trop de détails précis, trop de coïncidences impossibles. Le nom d'un projet oublié, le nom d'un ingénieur décédé, une mélodie étrange, une carte du ciel inconnue. Thomas et Céline sont désemparés. Ils aiment leur fils plus que tout, mais ils ne comprennent pas ce qui lui arrive. Soucieux de ne pas le brusquer, mais déterminés à trouver des réponses, ils prennent une décision difficile. Ils décident de chercher de l'aide à l'extérieur, auprès de quelqu'un qui pourrait peut-être voir clair dans cette histoire qui les dépasse. Leur choix se porte sur le docteur Hélène Giroux, une pédopsychiatre réputée de Strasbourg, connue pour ses travaux sur les mécanismes de la mémoire infantile. Ils espèrent qu'elle pourra leur apporter un éclairage rationnel, une explication logique. Ils ne savent pas encore que cette décision va faire basculer leur enquête personnelle dans une toute autre dimension, bien au-delà des murs d'un cabinet médical. La première rencontre entre la famille Martin et le docteur Hélène Giroux a lieu dans un cabinet sobre et lumineux, au cœur de Strasbourg. Il n'y a ni jugement ni alarme dans le regard de la pédopsychiatre. Avec une approche méthodique et une infinie patience, elle écoute le récit des parents, Thomas et Céline, qui déversent leur angoisse et leur confusion. Elle observe Lucas qui, loin d'être un enfant perturbé, joue tranquillement dans un coin de la pièce, parfaitement serein. Le docteur Giroux ne cherche pas de drame, elle cherche des faits, des motifs, des éléments concrets. Elle demande à Lucas de lui dessiner à nouveau ces étranges spirales. L'enfant s'exécute sans la moindre hésitation, avec la même concentration déroutante. Le docteur Giroux prend plusieurs photographies des dessins, non pas comme on immortalise une œuvre d'enfant, mais comme un scientifique documente une pièce à conviction. Puis, elle aborde le sujet de la mélodie. « Tu peux me la chanter, Lucas, cette chanson que tu aimes bien ?» L'enfant lève les yeux et fredonne la séquence de notes, cette suite aride et répétitive. Avec l'accord des parents, le docteur Giroux sort son téléphone et enregistre le son. Un enregistrement audio qui, à ce moment précis, n'est qu'une simple curiosité clinique. C'est alors qu'elle prononce le nom qui va servir de clé. « Et Klaus Richter, tu le connais ?» Lucas répond simplement « Il a vu le secret, mais il était triste. » Pour le docteur Giroux, ce nom est une anomalie trop précise pour être ignorée. Un enfant peut inventer un ami imaginaire, mais il invente rarement un nom et un prénom germanique associés à un projet spatial oublié des années 80. Ce détail la pousse à sortir de son champ de compétences. Elle sait que la psychologie seule ne suffira pas à démêler cet écheveau. Le soir même, depuis son bureau, elle prend contact avec un historien des sciences à l'Observatoire de Strasbourg, un homme qu'elle connaît de réputation pour sa rigueur. La confirmation ne se fait pas attendre. Elle arrive par un courriel le lendemain matin, aussi froide et factuelle qu'un rapport d'autopsie. Oui, l'ingénieur Klaus Richter a bien existé. Oui, son rôle dans le projet 3i Atlas est avéré. Et oui, son décès tragique dans un accident de la route en 1989 est un fait documenté. C'est la toute première validation externe. Ce n'est plus l'imagination d'un enfant, ni une coïncidence. C'est un fait tangible, un point d'ancrage solide qui arrime cette histoire incroyable à la réalité. Pour les parents, la nouvelle est un choc terrible et, paradoxalement, un soulagement. Leur fils ne délire pas. Quelque chose de réel se passe, même s'ils ne peuvent encore le nommer. C'est dans ce climat de tension et d'expectative qu'intervient la première grande révélation, celle qui va faire basculer l'enquête familiale dans une quête de ses propres racines. Quelques jours plus tard, cherchant à s'occuper l'esprit avec une tâche manuelle, Thomas, le père de Lucas, décide de ranger le grenier. Une pièce poussiéreuse, remplie des souvenirs silencieux de plusieurs générations. Au fond, sous une vieille bâche, il retrouve une malle en bois cerclée de fer. Une malle qui avait appartenu à son propre père, décédé bien avant la naissance de Lucas. Il l'ouvre sans attente particulière, s'attendant à trouver de vieux outils ou des papiers sans importance. À l'intérieur, parmi des pinces et des tournevis jaunis par le temps, se trouve un petit carnet à la couverture de moleskine noire. En le feuilletant, ses doigts tremblent légèrement. Il découvre des pages couvertes d'une écriture fine et serrée, celle de son père. Il y a des schémas techniques qu'il ne comprend pas, des calculs, des diagrammes de circuits. Et puis, au milieu du carnet, une note manuscrite, quelques lignes qui lui glacent le sang. Son père, qu'il avait toujours cru simple électricien dans une petite entreprise locale, avait en réalité travaillé comme technicien subalterne sur la base de lancement du projet 3i Atlas. La famille n'en avait jamais rien su. Il avait gardé ce secret toute sa vie. Cette découverte change absolument tout.
La perspective s'inverse. Et si l'histoire de Lucas n'était pas celle d'une communication mystérieuse venue d'ailleurs, mais celle d'une mémoire transmise? Un secret de famille si profondément enfoui qu'il a sauté une génération pour refaire surface à travers l'esprit innocent de son petit-fils. Thomas s'assoit sur le plancher du grenier, le carnet à la main, le cœur battant. Il relit la note qui accompagne un des derniers schémas. Une phrase courte, presque désespérée. Signal reçu. Fréquence anormale. Personne ne me croit. Le grand-père de Lucas, ce technicien de l'ombre, avait-il été le premier témoin, des décennies plus tôt, de ce que son petit-fils essayait de raconter aujourd'hui? Cette question, suspendue dans l'air poussiéreux du grenier, pousse Thomas à agir immédiatement. Le carnet noir à la main, il rejoint Céline et ils prennent une décision. Cet objet doit être montré au docteur Giroux. Ce n'est plus seulement l'histoire de leur fils, c'est désormais l'histoire de leur famille, un héritage silencieux qui vient de trouver sa voie. Le docteur Giroux reçoit le carnet avec une gravité professionnelle. Elle le parcourt avec une attention méticuleuse, ses yeux s'arrêtant sur les schémas techniques et, surtout, sur cette note manuscrite. Signal reçu. Fréquence anormale. Personne ne me croit. Pour elle, la connexion est désormais évidente. D'un côté, un grand-père technicien qui détecte une anomalie il y a plus de 30 ans. De l'autre, son petit-fils qui fredonne une mélodie étrange et parle d'un message. Le docteur Giroux comprend que la clé ne se trouve plus dans la psychologie infantile, mais dans la physique des ondes. Elle décide alors de soumettre la mélodie enregistrée de Lucas à une spécialiste capable de la déchiffrer. Son choix se porte sur Eva Lemoine, une astrophysicienne reconnue de l'Université de Strasbourg, une femme à l'esprit aussi brillant que rigoureux. La prise de contact est délicate. Le docteur Giroux expose les faits de la manière la plus neutre possible. Un enfant, un projet spatial oublié, un carnet de technicien et un enregistrement audio. Au téléphone, on peut deviner le scepticisme poli d'Eva Lemoine. Une histoire de famille, aussi touchante soit-elle, n'a que peu de poids face aux lois de l'univers. Néanmoins, par curiosité intellectuelle et par respect pour la démarche du docteur Giroux, elle accepte d'analyser le fichier audio. Elle s'attend à trouver une comptine déformée, le fruit du hasard ou de l'imagination. Le résultat de l'analyse sonore, qui lui parvient quelques heures plus tard sur son écran d'ordinateur, est la deuxième validation externe de cette histoire. Et elle est bien plus choquante que la première. Ce que Lucas fredonne n'est pas une mélodie, ce n'est pas de la musique. C'est la transcription acoustique d'une précision quasi parfaite d'un protocole de communication par satellite utilisé dans les années 80. Pour le dire plus simplement, imaginez le bruit que faisaient les anciens modems pour se connecter à Internet. Ce n'était pas une chanson, c'était un langage machine, une sorte de signature numérique servant à établir un contact, à dire « je suis là, prêt à communiquer ». La réaction dans le petit cercle de spécialistes que consulte Eva Lemoine est un mélange de fascination et d'incrédulité. Comment un enfant de 5 ans peut-il reproduire une telle chose? Le hasard est statistiquement impossible. Le scepticisme initial de l'astrophysicienne se transforme en une curiosité intense. La mention d'une fréquence anormale dans le carnet du grand-père résonne maintenant d'un tout autre écho. Ce n'était pas l'embarriée divagation d'un technicien frustré, c'était peut-être la première détection d'un phénomène réel. Intriguée au plus haut point, Eva Lemoine décide de mener une expérience qui, pour beaucoup de ses confrères, frôle l'irrationnel. Elle demande à voir les dessins de Lucas, notamment cette fameuse carte du ciel qu'il avait tracée dans son cahier. Les parents, désormais pleinement engagés dans cette quête de vérité, lui fournissent les photographies. Le dessin est enfantin, bien sûr, mais la disposition des points a quelque chose de délibéré. En utilisant ces coordonnées approximatives, aussi peu scientifiques soient-elles, elle pointe un des radiotélescopes de l'observatoire vers une zone du ciel considérée comme vide, une parcelle d'espace sombre et sans intérêt apparent. Elle ne s'attend à rien de concret. C'est une tentative à l'aveugle, guidée par l'intuition d'un enfant et les notes d'un vieil homme. Les heures passent dans le silence de la salle de contrôle, uniquement troublée par le faible bourdonnement des appareils. Les écrans affichent un bruit de fond cosmique, le grésillement constant de l'univers. Et puis, après une nuit entière d'écoute, une anomalie apparaît. Un signal, extrêmement faible, à la limite du détectable, mais indiscutablement là. C'est un pic minuscule sur un graphique infini, une pulsation régulière et persistante. Et c'est ici que l'histoire prend une tournure que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer.
La première analyse est formelle. Le signal ne provient pas de la sonde 3I Atlas. Celle-ci est bien un débris inerpe, silencieux depuis décennies, flottant quelque part dans le vide. L'analyse révèle quelque chose d'encore plus étrange. Le signal est d'origine naturelle. C'est un pulsar, une étoile à neutrons lointaine qui tourne sur elle-même en émettant un faisceau d'ondes radio à intervalles réguliers, comme un phare cosmique. C'est un phénomène connu et parfaitement naturel. Cependant, il y a un détail qui change tout. Ce signal naturel est modulé. C'est un terme technique, mais l'idée est simple. Imaginez que le faisceau régulier du phare traverse un vitrail coloré avant de vous parvenir. Le faisceau est le même, mais il porte désormais une information supplémentaire, le motif du vitrail. Le signal du pulsar a été gravé, comme s'il avait traversé quelque chose qui y a imprimé une information complexe. Le secret de 3I Atlas n'était donc pas ce que la sonde devait trouver, mais un message qu'elle a capté par le plus pur des hasards, juste avant de tomber en panne. Un message qui a continué son long chemin à travers l'univers, porté non pas par un émetteur artificiel, mais par un écho cosmique, et qui arrive seulement maintenant à portée de nos instruments. Le petit Lucas avait raison depuis le début. Il ne parlait pas d'un satellite qui arrivait. Il parlait d'un secret, d'une information qui voyageait vers la Terre. Toutes les pièces s'assemblent alors dans un tableau d'une cohérence vertigineuse. Le grand-père, ce technicien discret, a été le premier à soupçonner quelque chose, le premier à entendre ce murmure cosmique, sans pouvoir le comprendre. Ces notes, cachées dans un carnet oublié, étaient une bouteille jetée à la mer du temps. Et Lucas, son petit-fils, né des décennies plus tard, semble être une sorte de récepteur sensible à cet héritage enfoui, à cette mémoire qui n'a jamais été racontée. L'histoire n'est peut-être pas celle d'un phénomène paranormal au sens où on l'entend. C'est peut-être celle d'une connexion profonde, inexpliquée, qui traverse les générations, une sensibilité transmise comme la couleur des yeux ou la forme d'un visage. Mais la question la plus importante demeure, la question qui a tout déclenché. Si ce n'est pas un salut, ni un avertissement, quelle est la nature de ce message? Quelle information a traversé des années-lumière pour être captée par hasard par une sonde oubliée, puis par un technicien que personne n'a cru, et enfin par un petit garçon en Alsace? La réponse, comme nous vous l'avions promise au tout début, se trouve dans le tout premier dessin de Lucas, celui qu'il traçait avec tant de concentration sur le sol de son salon le 14 mars 2023. Nous y voilà, ce moment où tout prend son sens. Ses parents, Céline et Thomas, avaient gardé cette grande feuille de papier précieusement, comme la relique d'un mystère qui avait bouleversé leur vie. Ils la présentent à l'astrophysicienne Eva Lemoine. Dans le silence de son bureau, à l'Observatoire de Strasbourg, elle déplie le dessin. Ses yeux d'experte, habitués à lire la carte des étoiles, parcourent les spirales et les points connectés par des lignes précises. Un long silence s'installe. Le docteur Lemoine ne regarde pas le ciel, elle regarde un plan. Avec une émotion contenue, elle lève les yeux vers les parents et le docteur Giroux. Sa voix est presque un murmure. Le dessin n'est pas une carte du ciel, ce n'est pas une constellation, ni la trajectoire d'un objet. C'est la représentation schématique d'une simplicité et d'une élégance déconcertante d'une molécule. Une molécule organique complexe, avec une structure que la science n'a jamais observée sur Terre. Une analyse informatique préliminaire, basée sur la structure dessinée par l'enfant, confirmera plus tard qu'une telle molécule est, en théorie, parfaitement stable. Le message n'est pas une phrase, ce n'est pas une image, c'est une formule, le plan d'une brique fondamentale du vivant, une brique qui n'est pas la nôtre. L'univers ne leur a pas dit bonjour, il leur a donné une recette. L'enquête scientifique qui commence aujourd'hui à l'Observatoire de Strasbourg et dans d'autres laboratoires associés dépasse de très loin l'histoire de ce petit garçon et de sa famille. Par respect pour leur tranquillité et pour les protéger d'une attention qu'ils n'ont jamais souhaitée, nous avons utilisé des noms d'emprunt pour la famille Martin. Lucas, lui, a repris ses jeux, ses feutres et ses dessins de maisons et d'animaux. C'est comme si sa mission, celle de transmettre ce secret de famille venu des étoiles, était terminée. L'étude de ce signal et de la formule qu'il contient ne fait que commencer. Elle ouvre une nouvelle page, peut-être un nouveau livre, dans l'histoire de l'exploration humaine et de notre place dans l'univers. Le secret de 3I Atlas n'était pas un échec technique, mais la première ligne d'un dialogue que nous commençons à peine à déchiffrer.
Si cette histoire vous a interpellé, si vous croyez que les plus grands mystères se cachent parfois dans les détails les plus simples, je vous invite à vous abonner pour suivre nos prochaines enquêtes. Partagez dans les commentaires ce que cette découverte vous inspire, car la recherche de la connaissance est un voyage que nous faisons tous ensemble.